Bonjour à tous, je me présente, je suis Mourad Issaoui, professeur principal émérite, grade exceptionnel. J'exerce au lycée Zarouni, Tunis 2, et je fais partie de l'équipe encadrée par Madame Nejia Dridi, inspectrice générale. La leçon d'aujourd'hui, du premier thème, reproduction humaine et santé, chapitre 2, la fonction de reproduction chez la femme. On a déjà étudié dans la séance précédente le rôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Pour se rappeler ce rôle, donc on a ici au début du cycle, l'ovaire renferme des follicules tertiaires et sous l'action de la GnRH qui est sécrétée par l'hypothalamus, l'hypophyse sécrète un pic de FSH accompagné par une faible dose de LH. Ces hormones stimulent le follicule tertiaire qui commence la croissance. L'un des follicules appelé follicule dominant se développe et augmente la sécrétion d'estradiol. Ce follicule évolue et 2 jours avant l'ovulation, presque le jour 12, pour un cycle de 28 jours, ce follicule atteint la maturité. À ce moment, l'hypophyse sécrète un pic de LH accompagné par un pic de FSH. Ces hormones déclenchent le mécanisme de l'ovulation, c'est-à-dire la rupture de follicule et l'expulsion de l'ovocyte 2. Après l'ovulation, sous l'effet de la LH, le reste de follicule mûr se transforme en corps jeune, qui se développe pendant quelques jours, atteint le maximum de développement 7 jours après l'ovulation, et en absence de fécondation, le corps jeune dégénère. Alors, sachant ceci, on va traiter 2 QCM. Le premier QCM, je vous rappelle que l'item peut y avoir 1 ou 2 réponses correctes. Le premier item, le document suivant représente la variation de 2 hormones H1 et H2 chez une femme durant une période de 28 jours. Voici le document. La première proposition, petit a, H1 et la FSH. B, H2 et l'estradiol. C, H1 déclenche l'ovulation. D, H2 est sécrété par l'hypothalamus. La réponse correcte est la réponse C, H1 déclenche l'ovulation. Donc, H1, il s'agit de la LH. Pour cette raison, la réponse A est fausse. Donc, H2, ce n'est pas l'estradiol. L'estradiol est sécrété un pic avant l'ovulation et un pic après l'ovulation. Et H2 est sécrété par l'hypothalamus. H2, donc, c'est la FSH, n'est pas sécrété par l'hypothalamus. Le deuxième item, chez la femme, la FSH stimule, petit a, la luteinisation des cellules, la sécrétion d'estrogène, la formation de la dentelle utérine et le fonctionnement de l'hypothalamus. La réponse correcte est B, la sécrétion d'estrogène. Donc, la FSH n'agit pas sur la luteinisation des cellules et non plus sur l'endomètre, donc la réponse C est fausse. Et les hormones hypophysaires n'ont pas d'effet sur l'hypothalamus. Pour cette raison que la réponse D est incorrecte. Alors, pour formuler une problématique pour notre leçon d'apprentissage d'aujourd'hui, on va se baser sur ce document. Il s'agit d'une observation clinique chez la femme. On mesure la concentration en LH chez une femme ayant subi l'ablation des 2 ovaires ou chez la femme ménopausée, c'est la courbe B. Et chez une femme à cycle ovarien normal, c'est la courbe A. Alors, on va comparer les 2 courbes en vue de déduire une relation entre les ovaires et l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, la comparaison, c'est-à-dire on va dégager les ressemblances entre les 2 courbes s'il y en a une ressemblance, et on va dégager les différences entre les 2 courbes A et B. La réponse, la comparaison, chez la femme A, au cours d'un cycle, on remarque que le taux de LH est variable et présente un seul pic le 13e jour. C'est la femme à cycle normal. Par contre,
chez la femme B, qui est ovarictomisée ou bien ménopausée, le taux de LH est constant et élevé durant toute la période. Donc, d'après ce résultat, on peut en déduire que les ovaires agissent sur le fonctionnement de l'hypophyse. C'est un rétrocontrôle ou feedback. Donc, au cours de cette leçon, on va déterminer comment agissent les ovaires sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, pour déterminer le rétrocontrôle et pour répondre à cette question, on va passer par les étapes suivantes. C'est le plan de notre séance d'apprentissage. La première étape, on va déterminer les types de rétrocontrôle. La deuxième étape, les modalités d'action d'estradiol. Troisième étape, les phases de régulation. Et on terminera cette séance par une évaluation. On va commencer donc la première étape de cette séance, c'est-à-dire les types de rétrocontrôle. Pour cela, on va se baser sur un document, c'est le document 15, page 42 de notre manuel scolaire. Ce document représente la variation simultanée du taux plasmatique des hormones ovariennes et hypophysaires. Donc, on a la sécrétion des hormones hypophysaires et au-dessous, la sécrétion des hormones ovariennes. Alors, en faisant une analyse comparée des courbes de l'estradiol, de FSH et de LH, on va dégager les types de rétrocontrôle exercés par les hormones ovariennes sur l'hypophyse. Et on va préciser les moments où ils se produisent. Donc, je vous rappelle que l'analyse comparée, c'est-à-dire on va analyser et en dégageant en même temps les ressemblances et les différences entre les deux cas. Donc, on va commencer par la première étape de ce document, c'est-à-dire au cours de la première semaine du cycle, au début de la phase folliculaire. Au cours de cette période, on remarque que l'augmentation de l'estradiol est suivie par une baisse de LH et de FSH. Donc, au cours de cette période, cette légère augmentation d'estrogène est suivie par une baisse de taux de FSH, ce qui montre que l'estrogène à ce moment freine la sécrétion de LH et FSH. Il s'agit donc d'un rétrocontrôle négatif. Ceci, c'est au début du cycle. Ensuite, 2 jours avant l'ovulation, on remarque que l'augmentation d'estrogène, ce pic d'estrogène, est suivi un jour après par un pic de LH et un pic de FSH. Donc, ceci montre que les estrogènes ont stimulé la sécrétion de LH et FSH. Il s'agit donc d'un rétrocontrôle positif. Ensuite, au cours de la phase lutéale, dès le début de la phase lutéale, on remarque que l'augmentation de progestérone est suivie par une baisse des hormones hypophysaires, c'est-à-dire LH et FSH, et ceci tout le long de la phase lutéale. Donc, la progestérone freine la sécrétion de LH et FSH. Il s'agit donc d'un rétrocontrôle négatif. Donc, à partir de ce document, on a montré qu'il y en a 3 moments de rétrocontrôle. Un premier rétrocontrôle au début du cycle, il s'agit d'un rétrocontrôle négatif exercé par l'estradiol sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Un deuxième rétrocontrôle, juste avant l'ovulation, c'est un rétrocontrôle positif exercé aussi par les estrogènes sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Un troisième rétrocontrôle exercé par la progestérone sur l'axe hypothalamo-hypophysaire et ce rétrocontrôle pendant la phase lutéale. Donc, pour récapituler, à partir de ce document, on a montré que l'estradiol exerce un rétrocontrôle négatif et un rétrocontrôle positif. Et la progestérone exerce un rétrocontrôle négatif. Donc, le rétrocontrôle exercé par les estrogènes sur l'axe hypothalamo-hypophysaire peut être un rétrocontrôle négatif ou positif. Alors, quelles sont les modalités d'action de cette hormone sur l'axe hypothalamo-hypophysaire? Et c'est l'objectif de la deuxième étape de notre leçon, c'est-à-dire les modalités d'action d'estradiol. Donc,
Pour cela, on va se baser sur une expérience réalisée sur la femelle de singe, sur la guenon. Chez une guenon varictomisée, des injections d'estradiol sont réalisées suivant le protocole suivant. Donc, les injections sont effectuées en deux moments, des injections d'estradiol en deux temps T1 et T2, et en même temps, on mesure le taux de LH sécrété par l'hypophyse chez cette femelle. Au temps T1, ou bien à partir du temps T1, une perfusion continue d'une faible dose d'estradiol, environ de 60 picogrammes par millilitre, qui a donné ce résultat. Au temps T2, injection supplémentaire d'une forte dose d'estradiol qui est supérieure à 300 picogrammes par millilitre et qui donne ce résultat. Donc, à partir de ces résultats, on va analyser les résultats en vue de déduire les modalités d'action d'estradiol sur la LH. L'analyse, c'est-à-dire une lecture détaillée et précise de ces résultats. Donc, la réponse, on va commencer par le premier temps. Au temps T1, on remarque que l'augmentation, cette faible augmentation d'estradiol, est suivie par une baisse de LH. Ceci, c'est au temps T1, comme vous voyez dans ce document. Donc, suite à l'injection d'une faible dose d'estradiol, on remarque une baisse du taux de LH de 20 nanogrammes par millilitre jusqu'à 5 nanogrammes par millilitre quelques heures après l'injection. Donc, ceci montre que l'estradiol, lorsqu'elle se trouve à faible dose, freine la sécrétion de LH. C'est un rétrocontrôle négatif. Au temps T2, la suite de la même expérience, à ce temps T2, comme vous voyez dans ce document, on a injecté une forte dose d'estradiol. Donc, suite à l'injection d'une forte dose d'estradiol, on obtient un pic de LH qui atteint 30 nanogrammes par millilitre. Donc, ceci montre que l'estradiol, dans ce cas-là, a stimulé la sécrétion de LH. Donc, l'estradiol, lorsqu'elle se trouve à forte dose, stimule la sécrétion de LH. Il s'agit donc, dans ce cas-là, d'un rétrocontrôle positif. Donc, le rétrocontrôle effectué par l'estradiol sur l'axe hypothalamo-hypophysaire peut être un rétrocontrôle positif ou bien négatif selon la dose de cette hormone. Donc, l'estradiol à forte dose exerce un rétrocontrôle positif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et lorsqu'elle se trouve à faible dose, l'estradiol exerce un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors, on va passer à la troisième étape de cette leçon, c'est-à-dire les phases de la régulation. Donc, le feedback, ce rétrocontrôle qui est exercé par les ovaires sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est un message qui renseigne l'axe hypothalamo-hypophysaire sur l'évolution des structures ovariennes. En effet, l'axe hypothalamo-hypophysaire détecte la variation des hormones hypophysaires et modifie ses sécrétions selon ces variations. Ainsi, il peut agir et ainsi, on a une régulation. Donc, cette régulation passe par une succession des événements au cours du cycle. Dans cette régulation, il y en a des interactions entre l'axe hypothalamo-hypophysaire et les ovaires. Ces interactions, c'est-à-dire des actions ou bien contrôles exercés par l'axe hypothalamo-hypophysaire sur les ovaires, comme on a vu dans la séance précédente, et aussi un rétrocontrôle, un feedback, action, c'est-à-dire effectuée par les ovaires sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et ce sont les rétrocontrôles, comme on a vu dans cette leçon. Donc, au cours d'un cycle sexuel, on va revenir sur la succession des événements au cours d'un cycle qui assure cette régulation de l'activité cyclique des ovaires. Au début, dans l'ovaire, il y en a des follicules tertiaires. Le premier événement, c'est une sécrétion de GnRH par les neurones
du noyau arqué de l'hypothalamus, cette neurohormone qui est conduite par les capillaires sanguins de la tige hypophysaire agit sur les cellules de l'hypophyse, donc stimule la sécrétion d'un pic de FSH accompagné par une dose de LH. Et ceci, c'est le deuxième événement dans cette succession. Il y a sécrétion de FSH accompagné de LH. Ces deux hormones agissent sur quelques follicules tertiaires. Ainsi, on a un recrutement de quelques follicules tertiaires, environ un recrutement d'une dizaine de follicules tertiaires. Ces follicules qui s'engagent dans une croissance, l'un de ces follicules, appelé follicule dominant, se développe plus rapidement et augmente la sécrétion d'estrogène. Donc, dans cet événement, on a sécrétion d'estrogène encore à faible dose, elle est encore dans cette période-là, c'est-à-dire presque à la fin de la première semaine de cycle. Donc, il y a sécrétion d'une faible dose d'estrogène par le follicule dominant. Cette faible dose d'estrogène freine la sécrétion de LH et FSH, donc exerce un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ainsi, le taux de LH et FSH vont diminuer. Le follicule dominant continue l'évolution et atteint la maturité 2 jours avant l'ovulation. À ce moment, ce follicule mûr augmente la sécrétion des estrogènes et on obtient à ce moment-là une forte dose d'estrogène sécrétée par le follicule mûr. Cette forte dose d'estrogène exerce un rétrocontrôle positif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, la forte dose va agir sur l'hypothalamus et l'hypophyse, ce qui stimule la sécrétion de LH et FSH. On parle ainsi d'un rétrocontrôle positif. La conséquence de ce rétrocontrôle, c'est une décharge de LH et de FSH, un pic important de LH et un pic moins important de FSH. Ces hormones agissent sur le follicule mûr et déclenchent le mécanisme de l'ovulation, c'est-à-dire la rupture du follicule et l'expulsion de l'ovocyte 2. Cet ovocyte qui a achevé sous l'effet de ces hormones la première division de la méiose et a commencé la deuxième division qui est bloquée en métaphase 2. Cet ovocyte est libéré à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de l'ovulation. Après l'ovulation, le reste de follicules mûrs, sous l'effet surtout de la LH, subit une luteinisation et une multiplication des cellules. Ainsi, on obtient un corps jaune. Ce corps jaune se développe en même temps, il sécrète la progestérone, puis les estrogènes. Donc, il y a une sécrétion des hormones ovariennes de nouveau, deux hormones ovariennes, estrogène et progestérone. La progestérone sécrétée après le jour de l'ovulation et durant toute cette période de la phase lutéale exerce un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, quelle que soit la dose, que ce soit la progestérone se trouve en faible dose au début de la phase lutéale, ou bien lorsqu'elle atteint le maximum 7 jours après l'ovulation, toujours la progestérone exerce un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ce rétrocontrôle négatif va freiner la sécrétion de LH et FSH qui sont maintenues constantes et faibles tout le long de cette phase lutéale. Donc, le corps jaune atteint le maximum de développement 7 jours après l'ovulation. S'il n'y a pas fécondation, le corps jaune dégénère. Et la dégénérescence du corps jaune va provoquer une chute des hormones ovariennes. Cette baisse du taux des hormones ovariennes provoque une levée du rétrocontrôle négatif. Et l'arrêt de ce rétrocontrôle négatif est suivi par augmentation de FSH et aussi de LH, ce qui permet de commencer un nouveau cycle. Donc, cette succession se fait dans un cycle normal ou un cycle sans fécondation. Cette succession, elle peut subir quelques modifications dans certaines situations
particulières. Par exemple, en cas de fécondation. En cas de fécondation, on peut avoir quelques modifications. Et durant toute la période de la grossesse, on trouve ce profil hormonal. On a ici la sécrétion de LH et de FSH au cours de la période de la grossesse, c'est-à-dire c'est un cycle avec fécondation suivi par la grossesse. On remarque que le taux des hormones hypophysaires LH et FSH est constant et faible tout le long de cette période avec absence de pic. Pour la sécrétion des estrogènes et de progestérone, on remarque qu'en cas de fécondation et durant toute la période de la grossesse, les taux d'estrogène et de progestérone sont maintenus en augmentation jusqu'à la fin de cette période de la grossesse. Donc, au cours de cette période, les hormones ovariennes exercent toujours, durant toute la période, un rétrocontrôle négatif. Donc, le taux élevé des hormones ovariennes exerce un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire durant toute la période de la grossesse. Ce qui explique la faible dose de FSH et LH durant toute cette période. Une deuxième situation particulière, mais situation physiologique normale, c'est le cas de la ménopause. Vous savez que cette activité cyclique commence à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. À partir de la ménopause, on remarque que le taux d'œstrogène et de progestérone diminue et sont maintenus très faibles et constants avec absence de pic durant toute la période. Donc la période d'année en année, à partir le 0, c'est-à-dire c'est le moment de la ménopause, environ vers les 45 ans. Alors que le taux de LH et FSH sont en augmentation, sont maintenus élevés et constants presque durant toute cette période. Donc, au cours de cette période, le taux faible des hormones ovariennes entraîne une levée du rétrocontrôle négatif. Ceci explique la sécrétion élevée de LH et de FSH. Donc, le taux élevé de LH et FSH dans cette période est expliqué par un arrêt du rétrocontrôle négatif ou bien une levée du rétrocontrôle négatif. Voici donc les événements qui se déroulent, ou bien les interactions qui se déroulent entre l'axe hypothalamo-hypophysaire et les ovaires au cours d'un cycle sexuel et dans certaines situations physiologiques normales. Alors, sachant ceci, on va terminer cette séance par des évaluations. On commence par une première évaluation sous forme d'un QCM. Je vous rappelle que le jour de l'examen, le QCM toujours peut y avoir une ou deux réponses correctes, mais toute réponse fausse annule la note à l'item. Donc, je vous conseille d'ajouter la deuxième réponse seulement si vous êtes sûr que cette réponse est juste. Donc, le premier item, les graphes 1, 2 et 3, représentés dans le document ci-contre, indiquent l'évolution de la concentration plasmatique de l'hormone LH pendant 28 jours chez 3 femmes. On déduit que. Donc, on a les 3 graphes avec les 3 couleurs. Donc, les 3 représentent des taux de LH. Donc, soit le premier en rouge, le deuxième en vert, le troisième en bleu. Ce sont des sécrétions de LH chez 3 femmes différentes. D'après ce document, petit a, le graphe 1 correspond à une femme ovarictomisée. Le graphe 2 correspond à une femme stérile. Le graphe 3 correspond à une femme ménopausée. Le graphe 2 correspond à une femme dans un cycle avec fécondation. Donc, la réponse correcte est la proposition A, c'est-à-dire le premier graphe en rouge correspond à une femme ovarictomisée, sachant qu'en absence des ovaires, le rétrocontrôle négatif s'arrête, on a levé de RC-, ainsi le taux de LH est maintenu constant et élevé. Le graphe 2 correspond à un cycle normal, normalement on a un pic de LH, donc il ne s'agit pas d'une femme stérile normalement. Le graphe 3, donc le taux de LH est très faible,
Donc, il ne s'agit pas d'une femme ménopausée, puisqu'à la ménopause, comme on a vu, le taux d'LH est maintenu constant et élevé. Alors, et le graphe 2, c'est un graphe d'un cycle normal sans fécondation. On n'est pas sûr qu'il y en a une fécondation dans ce graphe-là. Deuxième item, l'injection d'une forte dose à une femelle ovarictomisée provoque. Donc, l'injection d'une forte dose, mais la femelle, elle est ovari-ectomisée. Petit a, l'ovulation provoque l'ovulation. B provoque un pic de LH. C provoque la menstruation. Et D provoque une ramification des glandes en tube de l'endomètre. Alors, la réponse correcte, un pic de LH. La forte dose d'estradiol exerce un rétrocontrôle positif et provoque un pic de LH, normalement accompagné par un pic de FSH. Donc, il n'y a pas d'ovulation puisque la femme est ovarictomisée dans ce cas-là. Et il n'y a pas de menstruation. Donc, la menstruation est expliquée, comme vous avez déjà vu, par la chute des hormones, non pas par l'augmentation du taux des hormones. Et l'estradiol n'agit pas sur la ramification du gland en tube. Donc, c'est la progestérone associée à l'estrogène qui permet la formation de la dentelle utérine. L'item 3, la sécrétion importante de la progestérone par le corps jeune. Donc, presque dans 7 jours après l'ovulation, c'est que la sécrétion de progestérone est élevée. Cette sécrétion élevée, petit a déclenche l'ovulation, empêche la fécondation, stimule la sécrétion de LH et freine la sécrétion de LH. La réponse correcte, D, freine la sécrétion de LH. La progestérone n'a pas d'effet sur l'ovulation et n'empêche pas la fécondation. Et la progestérone n'agit pas positivement sur la sécrétion de LH et FSH. La progestérone exerce toujours un rétrocontrôle négatif, quelle que soit la dose de la progestérone, pour cette raison que la proposition C est fausse. Donc, la réponse correcte, c'est D. Item 4, la ménopause est marquée par une sécrétion cyclique de FSH, une sécrétion élevée et continue de LH, une sécrétion cyclique de progestérone, un arrêt de l'activité de l'hypothalamus. La réponse correcte pour cet item, c'est la réponse B, c'est-à-dire une sécrétion élevée et continue de LH, comme on a déjà vu. Donc, la ménopause est marquée par une sécrétion continue et élevée de LH et FSH. L'activité n'est plus cyclique au cours de la ménopause. Pour cette raison, la première proposition est fausse. Donc, et aussi C, donc il n'y a pas une activité cyclique. Et l'activité de l'hypothalamus ne s'arrête pas puisqu'on a une levée de rétrocontrôle négatif. Donc, les sécrétions de LH, FSH et de GnRH vont augmenter au cours de la ménopause. Item 5, les récepteurs spécifiques de l'LH sont localisés à la surface des cellules. Autrement dit, quelles sont les cellules cibles pour la LH? Donc, petit a, de l'hypophyse, les cellules de l'hypophyse, les cellules de la granulosa, les cellules de la tête interne du follicule tertiaire, les cellules nerveuses du noyau arqué de l'hypothalamus. Réponse correcte, B et C. C'est-à-dire le LH possède des récepteurs spécifiques membranaires à la surface des cellules donc, de la granulosa et de la tête interne du follicule mûr. Donc le LH agit sur les follicules tertiaires et follicules mûrs et agit donc sur les cellules folliculaires et sur les cellules de la tête interne. LH, c'est une hormone hypophysaire, bien sûr, n'a pas d'effet sur l'hypophyse. Et la LH et la FSH, ce sont des hormones hypophysaires, n'ont pas d'effet sur l'hypothalamus. Pour cette raison que D est une réponse ou une proposition fausse. Voici ceci pour la première évaluation, c'est-à-dire le QCM. Une deuxième évaluation, chez une jeune fille notée A, à l'âge de la puberté, les caractères sexuels secondaires
et la menstruation apparaissent normalement. Donc chez la fille A, donc l'activité apparemment est normale. Alors que sa sœur B présente des troubles de puberté. Donc chez la fille B, on remarque qu'il y en a des troubles. Proposez deux hypothèses pouvant expliquer les troubles de la fille B. Donc, on va proposer deux hypothèses. La première hypothèse, une anomalie au niveau des ovaires. Le problème peut être au niveau des ovaires, un dysfonctionnement des ovaires. Hypothèse 2, un dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Le problème peut être au niveau de l'hypophyse ou bien au niveau de l'hypothalamus, donc au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors, pour valider l'une de ces deux hypothèses, donc, et pour expliquer ces troubles, des dosages d'hormones sont effectués chez les deux filles A et B. Les documents 1 et 2 représentent les résultats obtenus. Le document 1 représente la variation des hormones hypophysaires au début chez la fille A et la variation des hormones ovariennes, estrogènes et progestérone chez la même fille A qui a un cycle normal, qui ne montre pas de perturbations. Alors que le document 2 représente la variation des hormones hypophysaires au début en haut, LH, FSH, chez la fille B, la fille qui présente des perturbations, et toujours dans le même document en bas, ce document représente la variation, le taux d'estrogène et de progestérone chez cette fille B. À partir de ce document, donc à partir de l'analyse comparée des résultats, quelle hypothèse est à retenir? Expliquer l'évolution des hormones hypophysaires de la fille B, et on va expliquer aussi le déterminisme hormonal de l'ovulation chez la fille A, c'est-à-dire la fille qui a une activité sexuelle, activité ovarienne et hypophysaire normale. Donc, on va commencer par une analyse comparée. Et pour l'analyse comparée sur le plan méthodologique, donc puisqu'on a deux situations, une situation normale et une situation qui présente des perturbations, dans l'analyse comparée, on va commencer par la situation normale, une analyse complète, une lecture complète et détaillée avec précision de cette situation. Ensuite, on va dégager les ressemblances, s'il y en a des ressemblances, entre la fille B et la situation normale et les différences par rapport à la situation normale. Donc, on commence par, dans cette analyse, par la fille A, c'est-à-dire la situation normale. Et on commence par les sécrétions de LH et FSH, une analyse de ces deux courbes des hormones hypophysaires. Donc, chez la fille A, au cours de ce cycle de 28 jours, le taux des hormones hypophysaires est variable. La FSH présente un premier pic qui atteint 15 unités 10 jours avant l'ovulation et un deuxième pic qui atteint 25 unités le jour de l'ovulation. La LH présente un seul pic qui atteint 120 unités le jour 0, c'est-à-dire le jour de l'ovulation. Ceci, les hormones, variation des hormones hypophysaires chez la fille, donc qui a un cycle normal. Par contre, chez la fille B, on parle toujours des hormones hypophysaires, mais chez la fille B, on va dégager les différences. Donc, on commence par contre, tandis que, alors que, donc par contre, chez la fille B, le taux de ces hormones est constant et élevé durant toute la période. Donc, il y a une différence dans les taux de ces hormones entre les deux filles. Alors, on continue notre analyse comparée. Maintenant, pour les hormones ovariennes, on va comparer la sécrétion des hormones ovariennes. Et on commence, comme d'habitude, par la situation normale, c'est-à-dire par la fille A. Au cours de ce cycle de 28 jours, le taux des hormones ovariennes est variable. L'estradiol présente un premier pic qui atteint 300 picogrammes par millilitre 2 jours avant l'ovulation.
et un deuxième pic qui atteint 150 picogrammes par millilitre 7 jours après l'ovulation. Ceci pour l'estradiol. La progestérone présente un seul pic qui atteint 20 nanogrammes par millilitre 7 jours après l'ovulation. Donc, cette variation pour la fille A, c'est-à-dire la situation normale. On va dégager maintenant les différences de la fille B par rapport à la situation normale. Donc, par contre, chez la fille B, comme vous voyez dans le document, le taux de ces hormones est constant et faible durant toute la période avec absence de pic. Il n'y a pas donc de pic de sécrétion dans ce cas-là. Donc, à partir de cette comparaison, ou bien de cette analyse comparée entre les deux filles, on a comparé donc la sécrétion des hormones hypophysaires et la sécrétion des hormones ovariennes chez les deux filles. Donc, on va continuer les réponses. Donc, l'hypothèse à retenir, donc on a formulé tout à l'heure deux hypothèses. Je vous rappelle que l'hypothèse 1 était une anomalie au niveau des ovaires et l'hypothèse numéro 2, un dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, la réponse correcte, une anomalie au niveau des ovaires, puisque l'analyse a montré que chez la fille B, l'hypophyse fonctionne, sécrète une quantité élevée de LH et FSH. Donc, le dysfonctionnement n'est pas au niveau de l'hypophyse. C'est l'ovaire qui ne sécrète pas des hormones, donc le problème c'est au niveau des ovaires. Petit b, on va expliquer l'évolution des hormones hypophysaires chez la fille B, la fille qui présente des perturbations. On a vu que le taux des hormones hypophysaires est maintenu constant et élevé durant toute la période. Donc, on va expliquer pourquoi ce taux est maintenu constant et élevé. Le taux faible d'hormones ovariennes provoque une levée du rétrocontrôle négatif. Ceci explique le taux élevé des hormones hypophysaires. Et petit c, on va expliquer le déterminisme hormonal de l'ovulation chez la fille A, c'est-à-dire la fille qui a des sécrétions hormonales normales. Donc, on va expliquer comment s'effectuent les hormones impliquées dans l'ovulation. Donc, 2 jours avant l'ovulation, dans l'explication, il est possible d'ajouter des informations à partir de nos connaissances. On n'est pas, tout simplement fidèle au document, mais on peut ajouter des informations. Donc, 2 jours avant l'ovulation, le follicule mûr, qui atteint déjà la maturité 2 jours avant l'ovulation, sécrète une forte dose d'estradiol, qui par rétrocontrôle positif, vous savez que à forte dose, l'estradiol exerce un rétrocontrôle positif. Ce rétrocontrôle positif stimule la sécrétion d'un pic de LH et un pic de FSH. Et ces deux pics-là sont nécessaires pour déclencher l'ovulation. Donc, voici la succession des événements au moment de l'ovulation. Donc, lorsque le follicule est mûr, on a une forte dose d'estradiol qui exerce un rétrocontrôle positif. L'événement suivant, sécrétion d'un pic de LH et déclenchement de l'ovulation. Alors, la troisième question dans le même exercice d'évaluation, la troisième question, en utilisant les informations dégagées de l'analyse des documents numéro 1 et 2 et en faisant appel à vos connaissances, représentez un schéma fonctionnel montrant les interactions hormonales entre les ovaires et le complexe hypothalamo-hypophysaire au cours d'un cycle sexuel normal. Donc, pour représenter un schéma fonctionnel, on va utiliser des symboles et des signes. Donc, on ne va pas représenter les organes par leur structure réelle. Donc, on peut utiliser des symboles. Et on va utiliser des signes et des flèches pour montrer l'action d'un organe sur un autre, que ce soit le contrôle ou bien le rétrocontrôle. Bon, il faut faire attention dans ce type de questions. Pour représenter un schéma fonctionnel, est-ce qu'on va le représenter seulement à partir des informations dégagées des documents de cet exercice, ou bien de cette évaluation, ou bien à partir aussi de nos connaissances? Dans ce cas-là, donc c'est un schéma à partir des données et aussi à partir de nos connaissances. Donc, on peut ajouter toute interaction qui n'est pas présentée dans cet exercice. Donc, on peut ajouter d'après les connaissances. Donc, c'est un schéma global de toutes les interactions entre
l'axe hypothalamo-hypophysaire et les ovaires au cours d'un cycle sexuel. Donc, les symboles utilisés, on utilise donc par exemple des rectangles ou bien des carreaux pour représenter les organes et les structures qu'on voit ici. On a l'hypothalamus, l'hypophyse antérieure, l'ovaire qui présente des follicules tertiaires ou bien follicules mûrs, une succession des structures, un follicule mûr rompu, corps jaune qui se développe et enfin un corps jaune dégénéré. On utilise aussi les signes, donc on symbolise un rétrocontrôle négatif par RC-, rétrocontrôle positif par RC+, et plus, c'est-à-dire stimule. Donc, voici les symboles et les signes utilisés pour montrer une action d'un organe sur un autre organe. Donc, on représente une flèche dont la direction montre l'organe cible et on ajoute avec cette flèche un signe pour montrer est-ce que l'action elle est positive ou négative et on mentionne l'hormone ou bien la substance utilisée dans cette action. Donc, la première action, c'est un contrôle, une action de l'hypothalamus sur l'hypophyse antérieure. Cette action est positive, donc l'hypothalamus stimule l'hypophyse antérieure par l'intermédiaire de cette neurohormone, la GnRH. Ceci au début du cycle. Toujours au début du cycle, l'hypophyse maintenant va agir sur le follicule tertiaire. Cette action se fait par un pic de FSH accompagné par une dose de LH. Donc, cette action s'effectue par l'hypophyse sur les follicules tertiaires. C'est une action positive, c'est une stimulation. Donc, ce follicule continue, commence l'évolution et augmente la sécrétion d'estradiol. Cette faible augmentation d'estradiol va exercer un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, ce rétrocontrôle est exercé par la faible dose d'estrogène sécrétée normalement par le follicule dominant, ceci à la fin de la première semaine du cycle, et ceci freine la sécrétion de FSH et LH. Ce follicule continue l'évolution et atteint la maturité. Donc, 2 jours avant l'ovulation, la forte dose d'estrogène sécrétée par le follicule mûr stimule à ce moment l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, c'est un rétrocontrôle positif dans ce cas-là. Cette stimulation va provoquer un pic de LH accompagné d'un pic de FSH qui agit sur le follicule mûr, le follicule rompu, ainsi que le corps jaune, sachant que la LH stimule la luteinisation des cellules de corps jaune pendant la phase lutéale. Donc, le corps jaune qui sécrète la progestérone exerce un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Voici donc le schéma fonctionnel qui a utilisé tous ces signes et des symboles. Ainsi, on arrive à la fin de cette séance d'apprentissage. J'espère que cette séance était bénéfique. Merci infiniment et au revoir.